à tous. Oui, on peut commencer là ce webinaire qui s'intitule donc tester la conformité de vos solutions aux spécifications du cadre d'interopérabilité. Et ça concerne beaucoup la présentation va surtout consister à vous présenter l'espace de test d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On peut aller au sommaire maintenant. Donc, une présentation un peu d'introduction générale sur l'espace de test d'interopérabilité, finalité et enjeux. Ensuite, expliquer quel est le périmètre des tests qui sont réalisés et comment il est prévu que cet espace de test soit utilisé, quels sont ses usages. Un point sur le partenariat qu'on a établi avec Interop Santé depuis, je crois que ça doit dater de janvier maintenant, où on travaille en collaboration étroite avec Interop Santé pour étendre cet espace de test au service de test d'Interop Santé. Ensuite, alors ça c'est l'actualité du jour, puisque enfin des 2 jours d'hier et d'aujourd'hui, c'est vous faire une présentation de ce que c'est un projectaton et la présentation du projectaton multivolet de l'Agence numérique de santé 2020, avec des témoignages de 4 industriels qui ont participé, qui sont en train de participer là au projectaton. On terminera par des échanges sur la suite et les perspectives d'évolution de cet espace de test. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit, Manon, dans le timing, il faut qu'on soit à partir de vers 16h30 sur Projectaton multivolet. C'est le moment à partir de cette heure-là que les 4 éditeurs là, qui font des tests vont nous rejoindre. Ok, c'est noté. Voilà. Donc oui, ben là, on peut avancer sur la finalité et les enjeux. Donc juste un peu comme indiqué ce matin à la JNI, cet espace de test d'interopérabilité, c'est une des actions de la feuille de route du numérique en santé. À décembre 2019, on avait annoncé que cet espace de test serait disponible à partir de septembre 2020 et qu'à partir de décembre, en fait, on pourra commencer à publier les résultats de tests de vérification de conformité d'un produit en fait assez référentiel. On pourra publier les résultats sur le site isanté.gouv. Voilà, c'était ça les annonces et les engagements qu'on avait pris. Donc, on va voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que c'est que cet espace de test. Voilà, donc de façon un peu schématique, il y a 2 grandes finalités à cet espace de test. La première qui est de permettre, alors principalement, mais pas que, aux éditeurs de systèmes d'information de santé de vérifier la conformité de leur solution au référentiel d'interopérabilité du cadre d'interopérabilité. Donc, il y a 3 modes d'accès. Un accès aux outils en mode dit libre-service, qui sera surtout utilisé probablement pendant les phases de développement des industriels. Un mode d'usage plus guidé, où là vous exécutez des tests, les industriels réalisent des tests de vérification de conformité d'une version de leur système, dans la perspective de publier les résultats des tests sur le site isanté.gouv. Donc là, il y a des cas tests que l'ANS définit et vous exécutez ces tests et si c'est concluant, on vérifie et si c'est concluant, ben, on publie dans l'espace de test vos résultats de test. Et le troisième usage, c'est celui d'aujourd'hui, en fait, qui est beaucoup plus ponctuel, où l'ANS réunit des éditeurs qui sont à la fois producteurs de documents ou de contenus à échanger ou à partager conformément
aux spécifications du cadre d'interopérabilité, et aussi, ou qui peuvent être aussi consommateurs de données de santé, pour réaliser des tests de bout en bout sur une durée courte. Donc, c'est pendant 2 jours, en fait. Donc là, pendant 2 jours, il y a des éditeurs qui, par exemple, produisent un compte-rendu d'examen de biologie et d'autres qui consomment ce compte-rendu d'examen de biologie. Et ça permet de démontrer l'interopérabilité entre 2 solutions du marché, quoi. Voilà. Et là, autant dans le cas d'usage précédent de l'espace de test, on publie les résultats des tests de conformité de chaque éditeur pour chaque solution. Là, en revanche, c'est une démarche qui est plus collective et on publie uniquement le nombre de résultats de tests total qui ont été exécutés, mais pas quels sont les éditeurs qui ont réussi ou quels sont les éditeurs, et a fortiori, quels sont les éditeurs qui n'ont pas réussi, quoi. Voilà, donc l'esprit est un peu différent. Et l'autre grande finalité de cet espace de test, c'est de permettre à un utilisateur d'un système d'information de santé de s'informer sur la conformité de son produit à un référentiel d'interopérabilité du cas d'interop. Voilà, schématiquement à quoi ça sert. Alors après, sur les enjeux et puis de cet espace de test, alors ce qu'on cherche à faire, alors pour les industriels, c'est accélérer, simplifier l'implémentation des référentiels d'interopérabilité grâce à, c'est un point unique de test d'interopérabilité avec un mode, comme on disait, bac à sable. Donc c'est vraiment, vous verrez là, dans la démonstration, c'est quand même relativement simple d'accès. Il n'y a pas volontairement, on n'a pas prévu de compte à créer ou de choses comme ça. De pouvoir faire aussi des projectatons comme aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les industriels. Pour les maîtrises d'ouvrage des secteurs sanitaires et médico-social, bien, à partir du moment où les industriels ont pu faire plus de tests d'interopérabilité, les solutions sont plus performantes et ça améliore la qualité et le flux des données échangées. Ça leur permet aussi à ces acteurs sanitaires ou du secteur sanitaire ou médico-social de réaliser des tests dans des solutions qu'ils ont déployées. Alors, toujours en restant sur des données de test, hein, mais en tous les cas, ça, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir faire aussi à travers l'espace de test. Et ils ont du coup une certaine visibilité sur la conformité d'une solution à un référentiel d'interopérabilité. Pour nous, ANS, qui sommes en charge de la maintenance du cadre d'interopérabilité, c'est d'améliorer la maîtrise de la conformité, des systèmes d'information au référentiel d'interopérabilité et aussi améliorer la qualité de nos spécifications. Parce que du coup, on aura à terme, là, on aura un retour direct d'erreurs qui auront été faites par les industriels dans les développements. Et il y a des fois, c'est peut-être parce que l'industriel n'a pas forcément bien compris, mais il y a des fois aussi où c'est nos spécifications qui sont peut-être pas complètement claires ou complètement précises. Donc, ça permettra aussi à nous d'avoir un retour peut-être plus immédiat sur nos spécifications pour les améliorer. Pour le cadre d'interopérabilité, bien c'est comme les industriels a priori vont pouvoir développer plus vite et que ce sera plus simple pour eux, c'est améliorer, développer l'implémentation des référentiels sur le terrain et d'avoir des tests aussi de conformité plus fiables. Alors ça, dans ce point-là, c'est pour préciser un peu les outils de test qu'on met à disposition, enfin tous ceux qui concernent en tous les cas le standard HL7 CDA, ce sont des services de test en fait, et c'est du code en fait qui est généré automatiquement à partir d'un outil qui s'appelle ArtDecor, qui est un autre outil en fait qui permet de concevoir les spécifications d'interopérabilité. Donc, ça veut dire que les équipes qui produisent les spécifications, elles paramètrent dans un outil
donc Ardecor, l'ensemble des spécifications d'interopérabilité. C'est cet outil qui génère les outils de test et ce qu'on appelle les schématrons, enfin tous les outils de test. Et du coup, ça fiabilise aussi nos outils de test. Alors qu'avant, on avait aussi des outils de test. Hein, c'est pas non plus complètement une nouveauté, cet espace de test. Il y avait déjà des outils de test, mais ils étaient codés manuellement, quoi. Alors que là, c'est fait de façon plus automatique et du coup, c'est quand même plus fiable. Dernier point pour les autres, ce qu'on appelle unité de production d'interopérabilité. Donc là, c'est l'idée que l'ANS, et ça c'est un peu une orientation de ce qu'on appelle la gouvernance du cadre d'interopérabilité, l'ANS ne soit pas systématiquement celle qui fait les spécifications, produit les outils de test ou aussi produit les terminologies de santé. Enfin, tout ce qui est utile à l'interopérabilité, on est dans l'idée de s'appuyer sur des unités de production, quoi. Donc à partir du moment où il y a d'autres unités de production, on verra, hein, c'est le cas par exemple d'Interop Santé, et ben, en fait, cet espace de test, on peut aussi leur mettre à disposition pour qu'ils puissent, ça leur évite de s'équiper d'un environnement de test similaire et du coup de mutualiser les moyens, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire aussi de plus en plus et l'espace de test en est un exemple, quoi, de cette idée de mutualiser et aussi de déléguer, fédérer l'ensemble des compétences d'interopérabilité en France, plutôt que d'être systématiquement l'ANS, nous qui faisions tout entre guillemets, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un autre enjeu de cet espace de test. Alors, sur le périmètre de l'espace de test en version 1, c'est le suivant. Là, vous avez représenté différents domaines de tests. Il y a les tests d'interopérabilité au sens strict du cadre d'interopérabilité. Donc, c'est tout le carré, le rectangle vert, là, pardon, où aujourd'hui sont disponibles pour faire des tests de conformité. Vous pouvez le faire par rapport au volet de synthèse médicale, compte rendu d'examen de biologie, l'information de liaison en entrée ou en sortie d'établissement, en télémédecine pour la demande d'acte ou le compte rendu d'acte, le dossier de liaison d'urgence avec les 3 documents du dossier de liaison et le carnet de vaccination. Et ça, c'est pour des documents au standard HL7CDA. Et pour FHIR, c'est gestion d'agenda partagé et cahier de liaison. Alors, il n'y a pas que des volets du cadre d'Interop qui peuvent être testés. Il y a aussi les tests des interfaces avec le ROR, le répertoire opérationnel des ressources. Soit vous faites des tests parce que vous êtes un éditeur qui consomme des données ROR, soit c'est un ROR en tant que tel qui contrôle en fait la validité des services qu'il expose lui auprès des éditeurs et auprès des consommateurs des données du ROR. Voilà. Ça, c'est la version 1 en termes de périmètre de l'espace de test. Et ensuite, on prévoit aussi d'avoir des tests pour les applications qui consomment les données du RAS, enfin des référentiels nationaux, et même plus tard pour les commandes de cartes. Voilà, donc ça c'est la première version en fait de l'espace de test qu'on a ouvert le 16 octobre. Il faut savoir que ça s'appuie sur par exemple les tests répertoire opérationnel des ressources, c'est des services qui existaient déjà, sauf que là maintenant ils sont accessibles via l'espace de test et en un point unique, quoi, sur un point unique. Donc après, l'espace de test, il est divisé en 2 parties. Il y a une partie qui est sur isanté.gouv, qui est une partie assez éditoriale, où ça permet à un industriel en général ou un client d'un industriel
de s'informer sur qu'est-ce que c'est que cet espace de test, quoi, que ce soit relativement, enfin, qui est très clair, et enfin, qu'on a essayé de rendre clair, pardon, pour accéder aussi à la documentation du cadre d'interop, aux résultats des tests éditeurs, à des supports de formation qu'on a mis en ligne là, et qui permet aussi à l'industriel de choisir le type de test qu'il veut réaliser. Donc, soit là, on retrouve les tests d'interopérabilité du cadre d'interop, par rapport au cadre d'interop, pardon, et les tests par rapport au répertoire ROR. Pour le RAS et commandes de carte, ça c'est futur. Et à travers l'espace e-santé.gouv, il choisit le type de test qu'il veut réaliser, soit en mode bac à sable, libre service, soit vérification de conformité. Donc dans ce cas-là, il faudra qu'il passe une convention avec l'ANS parce qu'on a besoin de savoir en fait qui présente sa candidature d'une certaine façon, enfin qui veut vérifier ses tests, qui veut vérifier son produit. Il faut que c'est une démarche quand même qui engage l'entreprise, donc l'industriel, donc il y a une convention qui est passée avec l'ANS. Et le dernier cas d'usage, c'est le projectaton, qui lui est plus ponctuel. Pour le ROR, alors pour l'instant, les tests du ROR, on n'a pas prévu le mode projectaton. En plus, je pense que ça s'y prête moins, parce que c'est par rapport quand même à un ROR qui est un point central d'échange. Donc, c'est un peu différent. Il y a moins peut-être cet échange entre partenaires, comme pour le cas des volets du cadre d'interopérabilité. Voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment le point d'entrée. On a essayé de faire quelque chose d'assez visuel pour présenter l'espace de test, à qui s'adresse le service, l'accès au référentiel du cadre d'interop, au référentiel ROR, qu'est-ce qu'on entend par vérification de la conformité, test de conformité en libre service, publication des résultats. Donc voilà, c'est assez visuel. Et si tu descends encore, Manon, voilà, donc après, vous avez une sorte d'arbre comme ça décisionnel, là où soit vous voulez tester par rapport à un référentiel d'interopérabilité, soit vous voulez consulter la liste des éditeurs produits conformes au référentiel. Peut-être cliquer sur consulter la liste des éditeurs produits conformes au référentiel, même si elle est vide, elle va être vide. Voilà, du coup, il faut continuer à descendre, accéder à la liste. Voilà. Donc à terme, évidemment, là pour l'instant c'est vide, mais l'idée c'est que là on puisse indiquer quel produit a réalisé le test par rapport à quelle version du référentiel et par rapport à quelle est la version du produit, pardon, qui a été testée. Voilà. Ça se complétera au fil de l'eau à partir je pense que les premières qui devraient arriver seront sûrement début janvier de l'année prochaine. Là, vous avez l'espace de test en tant que tel. Donc là, vous arrivez sur cette page, en fait, quand vous êtes plutôt industriel et que vous avez choisi de faire des tests en mode bac à sable. Donc, vous avez les différents services de test qui sont présentés là. Donc là, typiquement, alors si vous voulez, par exemple, vous êtes éditeur, vous avez votre solution a produit un volet de synthèse médicale dont vous voulez vérifier la conformité. Donc là, vous voyez les différents services de test en fait qui existent. Alors ça, ce sont les services de test par rapport au profil IHE. Donc là, il n'y a pas de, c'est sans les spécificités françaises et c'est vraiment les profils internationaux, puisque je n'ai pas dit en introduction, mais tous ces services de test, en fait, au départ, ce sont des services de test qui sont produits par IHE International, qui sont tous les standards que l'ANS a repris dans le cadre d'interopérabilité et à partir desquels l'ANS produit les volets du cadre d'interop en profilant ce qu'on appelle profiler, grosso modo en adaptant aux spécificités françaises ces spécifications internationales. Donc, ça, c'est vraiment tout le bénéfice en fait d'une stratégie qui remonte
au début du cadre d'interopérabilité que de s'être appuyé sur des standards internationaux et du coup de pouvoir récupérer ces outils de test sans avoir à tout redévelopper et à tout repenser, tout reconstruire, quoi. Sinon, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long pour nous de vous fournir ces services-là. Si on regarde donc là, par exemple, pour valider un volet de synthèse médicale qui aurait été produit par un éditeur, donc là, il choisit. Alors, il y a un support de formation qu'on a fait, mais c'est relativement basique. Là, alors j'avais préparé, voici ça, c'était un volet de synthèse médicale au format CDA. Ensuite, il sélectionne le volet, le service de test, pardon, qui va permettre de faire le test. Vous avez tous les autres au-dessus. Là, il valide. Et après quelques secondes, ça prend un peu de temps. Ce n'est pas complètement instantané, mais ça va quand même relativement vite. Voilà. On obtient le résultat du test de conformité. Alors là, l'éditeur, et là, c'est pas forcément une fois qu'il a fait tous ses développements, enfin après, vous l'utiliserez comme vous voudrez, mais c'est sûrement des tests un peu qu'il fait au fil de l'eau, au fil de ses développements. Ça lui donne immédiatement le résultat des tests. Donc là, il y a 16 KO, quoi, grosso modo. Il y en a 3 qui sont juste des avertissements et 4497 qui sont OK, donc c'est déjà pas mal. Et si on regarde, alors ça c'est important, même si c'est un peu du détail, mais parce que toute la difficulté de ces outils, évidemment, c'est qu'il faut que ce soit le plus possible autoporteur, ou je ne sais pas comment dire, ou documenté pour éviter qu'à chaque fois que l'éditeur trouve un problème, il appelle l'ANS et que l'ANS soit incapable de répondre parce qu'on sera submergé sur les appels. Et du coup, il faut qu'il puisse s'y retrouver et qu'on lui donne toutes les indications possibles pour arriver à lui-même se corriger, quoi. C'est pas, ça arrivera forcément, hein. Il y aura forcément des cas sûrement très pointus ou très complexes ou très particuliers en fonction de vos solutions pour lesquelles on aura besoin d'échanger. Mais l'idée, c'est vraiment que ça, ce soit la marge, quoi, et que vous puissiez vous-même vous auto-corriger. Donc là, dans le cas présent, j'ai cliqué là sur le petit œil, en fait, et là, on arrive directement dans le test, la description du test qui a été réalisé et comment dire, la description de l'erreur, quoi. Donc, entre ça et plus la documentation qu'on fournit au niveau du cadre d'interop, donc là, le volet de synthèse médicale, normalement, l'industriel doit pouvoir s'y retrouver lui-même. Là, par exemple, donc c'était pour un volet de synthèse médicale. La première erreur, c'est qu'il n'y a pas de médecin traitant qui est mentionné en tant que participant, alors qu'il s'agit d'un VSM et que le médecin traitant intervient toujours dans la production d'un volet de synthèse médicale. Là, je crois que si. Voilà. Là, je suis revenu trop en amont, mais ça, c'est la présentation de cet outil en mode, enfin, de l'usage de l'espace de test en mode bac à sable. Peut-être là, tu peux reprendre, je vais te repasser la main, Manon, pour réafficher la présentation de la suite. Souci. Il y a 2-3 slides là, sur lesquels tu peux passer parce que c'est des copies d'écran de ce qu'on vient de montrer. Donc, ça, c'était au cas où il y a un effet démo. Voilà. Donc là, c'était ce qu'on a expliqué, c'était l'usage en mode bac à sable. Comme disait Annie ce matin là, en introduction de la JNI, mais il y a l'idée aussi de s'en servir comme en mode vérification de conformité.
Donc, dans ce cas-là, il y a des cas de test que nous, on fournit et on va faire un certain nombre de vérifications par rapport à ces cas de test. Alors, on a rédigé c'est très court, hein, mais un document qui dit quelle est cette doctrine, quelle est la doctrine de test de vérification de conformité. L'idée, c'est que tous les tests, en fait, l'objectif des tests, c'est vérifier que le document XML, le volet de synthèse médicale qu'on a testé tout à l'heure, il est bien exploitable techniquement, qu'il sera lisible par un humain avec une feuille de style et que les données structurées du document soient exploitables par une machine. Une faute d'orthographe, avec un S. Voilà, donc c'est ça les trois objectifs en fait de cette vérification de conformité. Donc après, il y a les outils de test, en fait, ils vérifient la conformité du document par rapport aux spécifications du CISIS, c'est-à-dire par rapport au standard XML, par rapport au standard Clinical Document Architecture Release 2 utilisé pour les documents médicaux, par rapport aux spécifications internationales de l'entête. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, c'est un peu fastidieux, mais donc tout cet empilage en fait de spécifications jusqu'au modèle de contenu CDA du cas d'interopérabilité. Voilà. Et sur les types de contrôles qui sont réalisés, bien, à chaque fois, c'est est-ce que les sections, les entrées obligatoires sont présentes, la cardinalité des données. Il y a la notion de null flavor aussi, qui est est-ce qu'elle est interdite ou autorisée ou pas, le type de données attendues et l'appartenance d'un jeu de valeurs ou l'égalité d'une valeur fixée avec une valeur fixée pour une donnée, quoi. Voilà. Alors on vérifie l'appartenance à un jeu de valeurs au sens où on va s'assurer par exemple que si on a dit que c'était un code d'une certaine terminologie, eh bien l'identifiant de cette terminologie, il est bien juste, quoi, mais on ne va pas forcément vérifier pour les très gros jeux de valeurs, est-ce que la donnée appartient bien à un jeu de valeurs, quoi. Ça, pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on est en capacité de rendre. On prévoit de le faire à travers l'intégration avec le serveur multiterminologique, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais voilà le type de vérification qu'on fait. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait sur le volet de synthèse médicale, il y avait un peu plus de 4000 tests qui étaient passés. Donc, c'est quand même relativement précis, quoi. Mais certainement qu'il faudra qu'on s'améliore dans les cas de tests qu'on fait passer au fur et à mesure des retours qu'on aura et des tests qu'on va faire avec vous, quoi. Enfin, avec les industriels. Voilà, on peut passer au slide suivant. Alors là, vous avez un exemple, une liste de 4 tests en fait qu'on prévoit de faire passer aux industriels pour vérifier la conformité. Alors là, en l'occurrence, c'est au volet de synthèse médicale. Donc, on a fait 4 tests pour l'instant. Un qui est vraiment le cas, on va dire, avec toutes les données, quoi, où on demande que le volet de synthèse médicale, eh bien, que toutes les sections et les entrées soient alimentées. Un cas parce que ça, on a vu qu'il y avait des difficultés, c'est d'ailleurs un retour du Projectathon de l'année dernière, ça, que là où les données qui ne sont pas connues ou disponibles au moment de la création de la synthèse médicale, eh bien, il faut quand même l'indiquer. Donc, c'est l'information, je ne sais pas si mon patient a des allergies, et l'autre, c'est le patient n'a pas d'allergie connue. Il y a une nuance qui est un peu subtile et dont on avait vu que ça posait difficulté, donc on a fait un cas de test. Et puis, il y a le cas où le LPS doit être vérifier que le LPS est en capacité de créer plusieurs versions du volet de synthèse médicale pour un même patient. Il y a des particularités là aussi dans le volet, quoi. Alors, c'est très la présentation qui est faite là, je crois qu'il y a Manuel Metz, c'est là pour c'est très CDA, là, tout ce que HL7 CDA, c'est ce qu'on présente, mais il y a la même logique pour les volets qui sont en Fire. Je ne sais pas, soit Manuel, si tu veux compléter.
Mais Non, bah, enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est à peu près la même logique. On utilise moins les schématrons et les volets Fire sont vraiment beaucoup plus des tests en peer-to-peer, donc avec des partenaires. Donc, ce qui sera mis à disposition, c'est la validation du, euh, des schémas utilisés en JSON et en XML, du profilage Fire. Mais dans les projectatons, ce qu'on utilise, c'est vraiment les tests entre deux partenaires. ouais. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée des cas de tests. Alors peut-être tout ça, hein, de toute façon on débute aussi dans la relation avec vous, hein, donc ça probablement que ça pourra s'enrichir peut-être au fur et à mesure. Après, il faudra qu'on voit comment on fait pour ceux qui ont déjà passé des tests, comment on fait pour leur refaire passer si jamais les bancs de tests évoluent. Mais voilà, en tous les cas, on a dit que c'était en réfléchissant les équipes en interopérabilité côté ANS, c'est dit qu'il fallait partir au moins avec ça. Déjà, c'était une bonne liste de tests. On prendra toutes les réponses, toutes les questions ensuite. Alors, juste pour compléter, pour faire ces tests en usage vérification de conformité, il y a une convention qu'on a rédigée qui reprend l'ensemble des conditions générales d'utilisation de cet espace de test avec les obligations pour l'ANS. On s'engage à la disponibilité de la plateforme, de vous fournir des cas de test et de publier les résultats de test dans l'espace de test. On s'engage aussi évidemment à vérifier les résultats de vos tests. Et puis après, sur le côté éditeur, il y a le fait que la version qui est testée, elle sera bien disponible. Alors, on a mis dans un délai de 3 mois après la vérification de conformité. Et après, il y a quelques clauses du type un peu standard quoi, sur le fait d'informer les clients en cas de retrait du produit de la liste des produits référencés dans l'espace de test. Si jamais vous faites évoluer votre produit et que ça peut avoir un impact sur la conformité au référentiel, eh bien, c'est à vous d'en informer l'ANS et de repasser les tests. Quoi. Nous, on ne peut pas évidemment suivre vos évolutions de produits, donc c'est à vous, c'est de votre responsabilité de vous représenter au guichet, on va dire, de test, à l'espace de test, d'informer en cas d'arrêt de la commercialisation d'un produit référencé pour éviter que notre liste n'ait plus de sens. Et puis, en dernier lieu, c'est si jamais il y a des difficultés qu'on puisse nous déclencher un audit de conformité, enfin, c'est-à-dire de refaire passer des tests d'interopérabilité si jamais il y avait des remontées des utilisateurs finaux. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu convention et convention d'usage de cet espace de test en mode vérification de conformité. C'est pas pour, si vous l'utilisez en mode bac à sable, en mode libre service, là, tout ce qui s'applique, c'est uniquement les conditions générales d'utilisation. Le reste, il n'y a pas d'obligation particulière, il n'y a pas ces obligations-là. Ces obligations, en fait, elles apparaissent à partir du moment où vous publiez dans la liste des éditeurs conformes, quoi, dans la liste des éditeurs référencés. On peut continuer. Alors après, parce que ça c'est une question qui est posée parfois, c'est quel est le rapport, enfin comment ça se positionne par rapport à Convergence et à l'outil qui a été et toute la démarche là, qui a été présentée ce matin. En fait, l'outil ou le Convergence en fait va indiquer pour des volets du cadre d'interop des niveaux de maturité, des niveaux de maturité, oui, pardon, soit l'application le produit ne produit pas de documents, soit il produit des documents non structurés, soit des documents non structurés CDA niveau 1, niveau 3, et niveau 3 avec vérification de la conformité du produit dans l'espace de test d'interopérabilité. Dans ce cas-là, vous êtes niveau de maturité 3. Quoi. Voilà. C'est ça le lien en fait entre convergence et l'espace de test. Convergence, lui, c'est beaucoup plus global, ça englobe toutes les exigences de la doctrine technique du numérique en santé et
l'espace de test, c'est finalement qu'un outil pour vérifier la conformité à une des exigences de la doctrine. D'une certaine façon, c'est complémentaire. D'un côté, il y a l'affichage de la conformité dans l'outil Convergence avec l'ensemble de toutes les exigences de la doctrine, alors que sur l'espace de test, il y a uniquement l'aspect vérification de conformité au cas d'interro. Donc là l'idée, c'est de vous faire un point sur le partenariat qu'on a mené avec Interop Santé depuis une dizaine de mois là, pour étendre cet espace de test aux services de test qui existent déjà à côté Interop Santé. Donc, je crois que Jean-Christophe est là, donc il va pouvoir compléter comme ça. Jean-Christophe Covin d'Interop Santé. Oui. Ouais, j'y vais. Donc, c'est pas le bon logo. On a décidément. C'est pas le bon logo d'Interop Santé. Pardon. Donc l'idée, oui, c'est d'étendre les services de l'espace de test qu'on vous a présenté aux services de test que met déjà à disposition Interop Santé. Je vais laisser Jean-Christophe présenter ses services et puis je compléterai en disant ce qu'on fait nous à ANS et ce que fait Interop Santé par rapport à ces services de test. Donc, donc Interop Santé, donc on a commencé à travailler sur une plateforme de test d'interopérabilité depuis 2016. Donc, on a investi beaucoup de temps et d'argent sur la plateforme Gazelle, qu'on a appelée Gazelle Interop Santé, donc à peu près de 200 000 € quand même. Donc, on a fait des évolutions. On a demandé des développements pour faire un simulateur, ce qu'on appelle un patient manager, qui respecte la réglementation française, concernant notamment la partie INSC. À l'époque, c'était INSC. On va faire évoluer pour l'INS tout ce qui est séjour, les mouvements, les transferts, enfin les différents axes. Donc, c'est un gros travail qui a été fait sur cette plateforme. On a fait aussi des travaux sur un automate, ça s'appelle l'Automation Manager, donc qui permet de pouvoir lancer des tests automatiquement. Donc, on peut demander à Gazelle de pouvoir générer des tests aléatoires. Et donc, du coup, vous branchez votre application derrière Gazelle et vous êtes alimenté en message HTTP7, tout est en HTTP7 V2. Et du coup, ça permet comme ça de secouer un petit peu vos applications. On a également mis en place, alors tous ces services, il y a eu une question tout à l'heure, donc sont appelables en web service. Vous pouvez solliciter donc Gazelle, bien sûr, vous pouvez charger un message manuellement, vous pouvez l'envoyer via une interface, MLP par exemple, ou aussi appeler des web services pour valider des messages. Donc, c'est ce qui avait été mis en place par un éditeur, par Cepage, je crois, qui avait branché Gazelle sur sa plateforme de validation de fabrique de ces logiciels. On a aussi des schémas pour valider les flux au format HTML. Et puis, voilà, donc c'est un peu tous les développements qu'on a fait. Alors, pour nous, c'est très bien que l'ANS reprenne cette plateforme Gazelle parce qu'on a beaucoup investi, on y croit beaucoup. C'est la plateforme qui est utilisée pour les projectatons, pour les connectatons. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont familiers avec cette plateforme. Et nous, pour Interop Santé, du coup, ça va nous alléger en termes de maintenance, enfin de coût de maintenance de la plateforme, et on va pouvoir s'en consacrer uniquement à des développements. Alors, tous les développements sont en open source, donc naturellement, donc l'ANS en a profité, mais en fait, n'importe quel éditeur pourrait récupérer le code source de Gazelle et la recompiler, mais bon, c'est peut-être pas tellement l'objectif. L'objectif, c'est quand même de mutualiser tous nos efforts sur cette plateforme nationale et éventuellement de développer des nouveaux modules, des nouvelles fonctions qui vont enrichir la plateforme nationale. Et nous, Interop Santé, donc on est tout à fait dans cette démarche. Et merci Jean-Christophe. Nous, donc en termes de partage des rôles, on va dire, entre ce qu'on fait nous à ANS et ce que continue de faire Interop Santé, nous, comme on exploite, on a un marché qui nous permet d'exploiter cet espace de test, c'est nous qui assurons la disponibilité des services de test à travers cet hébergement. On fera aussi probablement le support de niveau 1 vis-à-vis des industriels, c'est-à-dire que quand il y a une question qui est posée, être en capacité de détecter si c'est une question sur des services de test
on va dire, géré par l'ANS ou si c'est un service de test Interop Santé. Et par contre, Interop Santé reste en charge de la conception, le développement des outils de test et des services de validation pour les différents formats qu'a présenté Jean-Christophe, assure aussi le support de niveau 2 et la maintenance évolutive des services de test. Et fait tout ce qui est formation, enfin tout ce qui est, on va dire, autour de ces services de test, hein, l'essentiel, hein, même si on peut dire, hein, parce que finalement héberger ces services de test, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué. Toute la partie maintenance, formation et ainsi de suite, ça reste de la responsabilité d'Interop Santé. L'avantage, c'est pour les industriels, c'est quand même ce principe d'avoir tout au même endroit. Et puis il y a l'avantage aussi de mutualiser. Ça revient, c'est évidemment une économie, quoi. J'ai vu la question de Dominique Pierre sur la gazelle qui existe côté établissement français du sang. Ça, bien, il faudra ça fera partie sûrement des évolutions. Peut-être qu'il faudra qu'on se rapproche de l'EFS avec qui on travaille, mais sur d'autres sujets, plutôt sur les aspects terminologie l'OINC. De codage des examens de biologie. Il faudra qu'on voit avec eux effectivement s'il n'y a pas un peu le même montage qui pourrait être fait, quoi. Mais c'est à voir, dans la roadmap, comme on dit. Et on va poursuivre sur le projectaton et puis pour surtout garder du temps là pour permettre aux éditeurs, aux industriels qui ont participé de pouvoir témoigner, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projectaton? C'est donc l'idée, hein, c'est que un industriel vient vérifier la conformité de ses développements par rapport aux spécifications du cadre d'interopérabilité et fait des tests en fait avec d'autres participants, ce qu'on appelle des tests partenaires. On retrouve un peu les mêmes intérêts que pour l'espace de test d'interopérabilité au niveau global. Nous, c'est comme on disait au début, là, sur les tests en fait, qui sont faits pendant un projectaton, on communique les résultats, c'est-à-dire la liste des éditeurs et des solutions qui ont été testées et le nombre de tests réalisés, quoi, voilà. Mais on ne va pas plus loin, on ne pointe pas les produits ou qui ont réussi exactement, quoi. On donne juste un nombre total de tests en fait, exécutés. On peut passer à la slide suivante. Donc là, cette année, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un projectaton multi-volet. On en avait déjà fait 2 l'année dernière. On avait fait le volet de synthèse médicale et précédemment à la précédente JNI. Puis on avait aussi fait une fois le compte-rendu d'examen de biologie et le cahier de liaison. Là, on a voulu étendre le périmètre avec donc plus d'une dizaine de spécifications d'interopérabilité pour donner encore plus d'intérêt à l'opération et déployer tous ces standards d'interopérabilité. Donc là, l'année dernière, en fait, pour ceux qui étaient déjà là, il y avait eu, je crois, 10 éditeurs, 9 ou 10, je ne sais plus, mais qui avaient participé. Cette année, on est à 23 éditeurs. Donc là, ça a pris un peu d'ampleur et on en est content. Là, on peut passer au slide suivant. Vous avez la liste. Non, pardon, ça c'est sur le type de. Excusez-moi, c'est le type de test. Donc, il y a les tests de producteurs, les tests de consommateurs et les tests entre partenaires. Là, il y a un outil qui est essentiel, hein, qu'on n'a pas forcément vu tout à l'heure, qui était plus là, les outils les schématrons et les outils de test. Là, c'est Gazelle Test Management, en fait, qui permet d'organiser et de suivre les sessions de test de chacun des industriels. Ça permet aux industriels de s'inscrire déjà au projectaton, de déclarer leur système de test. Ça nous permet à nous, ANS, de rentrer dedans l'ensemble des cas de test qui vont être exécutés par volet, de les décrire. Et surtout, après, c'est vraiment une plateforme d'échange entre les
les moniteurs de l'ANS là, qui sont fortement mobilisés. Hein. On est plus d'une douzaine à faire des tests, à valider les résultats des tests des éditeurs quasi en temps réel. Et on bénéficie là aussi de cet environnement, de cette application Gazelle, en fait, qui a déjà été utilisée dans des dizaines de connectatons, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est un outil qui est largement éprouvé et qui est assez performant, quoi, et qui permet vraiment de suivre et d'organiser les tests, ces tests d'interopérabilité dans les relations avec les moniteurs de l'ANS et dans les relations entre les partenaires qui réalisent des tests de bout en bout, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, là, vous avez la liste de l'ensemble des participants au Projectathon. Donc on voit il y a des grands éditeurs, et puis après il y a des plus petites sociétés. Donc voilà, l'idée c'est que ça permette à tous les acteurs en fait de progresser dans l'implémentation des spécifications. Voilà, donc je vais passer la parole, juste quelques mots sur quand même le nombre de tests qui ont été exécutés. Dans le dernier comptage que j'ai fait, je crois qu'on était à plus d'une centaine de tests à 15h30, là, 108 tests réalisés, 64 vérifiés, il y en avait un peu plus de 25 en cours. Donc, ça, c'est quand même une bonne, c'est un bon score, je crois. Et maintenant, pour le temps qui nous reste là, on va essayer de passer la parole à chacun des industriels. Donc, il y a quatre éditeurs là, qui ont accepté de jouer le jeu, de vous faire un retour sur ce Projectathon ANS. Il y a VEDA, il y a la société Socianova, c'est ça, plus Open Extreme et Daedalus. Donc là aussi, le panel, il y a des Daedalus, des très grosses sociétés et des sociétés plus petites. Et aussi vous m'avez oublié peut-être. Comment? Henri Boucher de Xelia, vous m'avez oublié. Xelia, oui, pardon. C'est Xelia et pas Socianova, j'ai fait une erreur. Donc là, il y a un peu des sociétés de toute taille et à la fois du sanitaire, des acteurs du secteur sanitaire qu'on connaît depuis longtemps, et puis un nouveau, donc effectivement, ça c'est ce qu'on soulignait ce matin dans la JNI. Il y a aussi donc on a réussi à attirer des éditeurs du secteur médico-social qui commencent à s'emparer aussi des spécifications d'interopérabilité pour les implémenter. Voilà, donc on s'est briefé un peu juste avant là, dans l'ordre de passage, mais je vais passer la parole à Daedalus sur l'idée après à chacun, c'est un peu d'expliquer pourquoi vous avez souhaité participer à ce Projectathon, déjà dans un premier temps, et comment ça s'est passé, voilà, si vous pouvez, et quels sont les volets aussi, quels sont les tests que vous avez réalisés, et si vous avez pu réaliser des tests partenaires. Quelques questions. Bonjour à tous, donc Stéphane Humang, donc, chef produit pour Calicil, donc, qui est notre logiciel de gestion de laboratoire. Et on a effectivement participé, enfin on participe actuellement au Projectathon pour valider en fait l'envoi de nos comptes rendus de biologie envers les médecins, donc soit via MS Santé ou soit aussi vers le DMP. Donc effectivement, nous, dans le cadre de Ma Santé 2022 notamment, on est très impliqués dans tout ce qui est MS Santé et DMP. On a fait beaucoup de développement et de petites corrections ces dernières années aussi sur le CDA. Et voilà, donc du coup, pour nous, le Projectathon, c'est vraiment l'occasion de pouvoir vérifier que toutes nos modifications sont conformes au cadre d'interopérabilité et que ça correspond aux spécifications, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'appuyait principalement sur l'outil de test qui était mis à disposition sur le site de l'ANS, mais forcément on testait que le schématron. Le Projectathon, ça permet quand même d'aller beaucoup plus loin, de tester plus de
plus de spécifications et puis effectivement après de pouvoir tester avec d'autres partenaires. Et ça, c'était effectivement le but principal en fait pour nous. C'était, on a des remontées terrain de problèmes d'intégration de CDA sur des logiciels médecins, sur des specs qui ne sont pas forcément respectés à certains endroits. Voilà, donc là, le Projectathon, ça permet effectivement de se mettre d'accord sur ces points-là avec les éditeurs. Et voilà, c'est ce que nous, on recherche en fait, quoi. Après, donc… Peut-être une question, alors plus peut-être pour Dédalus, enfin pour vous, c'est vous, comme vous êtes peut-être plus présent encore à l'international, est-ce que c'est des démarches que vous menez aussi à l'international? Est-ce que vous participez aussi à des Codectatons au niveau international ou pas Alors, on l'a fait effectivement, alors pas forcément là sur le CDA, mais sur d'autres Oui. aspects, on l'a fait effectivement, on a participé. Il y avait des équipes italiennes qui étaient là au Connectathon là, à Rennes l'année dernière. Donc voilà, sur d'autres sujets, oui, c'est le cas effectivement. Oui. Okay. Donc voilà, donc là, on a effectivement pu faire des tests partenaires aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on attend et on espère qu'il y aura de plus en plus de partenaires parce qu'on avait très peu de partenaires cette année, même s'il y a plus de partenaires au total. Sur la partie de volet CR biologie, on manque encore un peu de partenaires pour pouvoir vraiment valider que ça marche avec les logiciels les plus présents sur le marché, quoi. Là, avec le Ségur en biologie, je pense que ça devrait normalement accélérer les choses. On devrait avoir de plus en plus de partenaires sur la biologie pour pouvoir faire des tests de bout en bout. Je pense que la mise à disposition de l'espace de test permettra aussi d'anticiper et peut-être donc de gagner du temps quand on arrive à ces Projectatons pour vraiment se concentrer sur les tests peer-to-peer, quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer la parole à Open Extreme pour nous faire un retour sur votre expérience du Projectathon et de ce Projectathon, quoi. Ouais. Bonjour à tous, donc Yoann Poiron, je suis responsable interopérabilité au sein de Open Extreme. On est venu au Projectathon, on avait déjà participé à celui de la VSM l'année dernière et on est venu cette année pour tester nos deux produits destinés au SIH et cabinet sur la lettre de liaison d'entrée et de sortie. Et également sur la partie gestionnaire d'agenda partagé en Fire. Donc, on avait plusieurs tests à mener. Pourquoi on a souhaité participer au Projectathon? Tout simplement parce qu'on peut mettre notre travail en commun avec d'autres éditeurs, voir les pratiques qui sont utilisées par d'autres éditeurs. C'est vraiment également 2 journées pour nous. On est totalement engagé sur le projet. On n'est pas parasité par d'autres sujets. Donc, ça nous permet vraiment de travailler uniquement sur l'intégration des volets dans le cadre de ces 2 jours. Et puis, on peut développer en temps réel des solutions, et notamment sur la partie Fire, où le gestionnaire d'agenda partagé, on était parti sur un seul scénario de test. Et aujourd'hui, ce soir, on en a validé pratiquement 5. Donc, on a pu développer pendant ces 2 jours avec une petite équipe pour qu'on puisse avoir des retours en temps réel des tests, mais également des éditeurs en face qui consomment nos requêtes. En termes de processus de développement, ce que ça nous apporte, c'est surtout une validation continue de ce que l'on développe pour qu'on soit sûr que tout ce qu'on est en train de développer sera conforme aux spécifications et qu'il n'y ait pas de régression. Et ça rejoint un peu une question qu'il y avait tout à l'heure sur la partie, justement, est-ce qu'on pouvait interroger par des web services Gazelle pour valider tous nos développements. Effectivement, c'était disponible sur la plateforme d'Interop Santé. Je pense que ça sera encore le cas sur la plateforme ANS. On faudra certainement vérifier ce point-là, mais il me semble que ça va être toujours le cas. Et du coup, ça nous permet de lancer de manière assez périodique des tests unitaires sur des développements qu'on a pu faire. Et s'il y avait des petits axes d'amélioration, je ne sais pas si on les aborde maintenant.
Oui, ça sera la deuxième question. Ok. Un enchaînement. Ok. Ensuite, il y avait la société Veda qui avait aussi participé, je crois, enfin, qui avait participé l'année dernière. Pareil, si vous pouvez expliquer dans votre à la fois stratégie de développement, comment ça s'inscrit, cette participation au Projectathon. Bonjour. Donc oui, effectivement, un peu comme les autres industriels, nous, notre stratégie d'interopérabilité, elle s'est déjà développée lors de nos précédents échanges. On a toujours eu une stratégie d'ouverture, puis elle est renforcée avec Ma Santé 2022, avec la décision du gouvernement d'ouvrir un peu ça, de beaucoup d'ARS, d'industriels, de travailler ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'on le voit avec les Projectatons, que petit à petit, il y a des industriels qui viennent de plus en plus. Et nous, ce qui est agréable, c'est, comme le disait mon collègue d'Open Extreme, c'est que nos développeurs peuvent être concentrés là-dessus. Ils peuvent travailler sur le côté efficace de l'intégration dans le terrain. C'est pas juste suivre une norme et se dire qu'au bonheur la chance ça marchera avec les autres industriels. Là, on est réellement en train de tester, de voir que ça peut fonctionner. On a des réponses rapides. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi dans notre stratégie, c'est que ça s'intègre bien parce que vous y mettez les moyens. C'est parce que la ZIP, il met les moyens. Là, vous disiez que vous avez 12 personnes. Nous, on a juste senti que en quelques minutes, après avoir fait les demandes, on a des réponses. Les validations sont faites, les tests sont faits. Pour un industriel, c'est du temps gagné. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps gagné. On gagne pour les médecins en qualité d'intégration et on gagne en temps de gestion. C'est-à-dire que là, moi, en tant que CTO de Weda, j'ai 4 développeurs qui étaient présents aujourd'hui, qui ont suivi le sujet. Pour moi, je considère que c'est du temps gagné pour la société. Parce qu'on a été efficace, on a été pertinent sur des sujets, on a pu relever des problématiques terrain. On s'est dit que nos utilisateurs finaux vont tirer parti un peu ça. C'est un des sujets que j'avais discuté par exemple avec Dominique Pierre de l'ARS qui nous écoute aujourd'hui. Donc on sait qu'on est beaucoup à s'intéresser au sujet et vous nous permettez de créer ce lieu de rencontre de manière réelle et fluide, même en période de confinement. D'ailleurs, déjà, c'est pas mal. Merci. Manuel, il faudra qu'on dise ça au moniteur là, dont tu fais partie. Et peut-être en dernier, il y avait j'ai oublié le nom. Zélia ? Zélia, oui, voilà. Si vous pouvez aussi nous dire pourquoi vous êtes venu, puis quelle est un peu la particularité pour vous côté médico-social, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, le cadre d'interop il est très sanitaire, donc là on est content qu'il y ait des éditeurs du secteur médico-social qui implémentent aussi ce cadre d'interop. Merci, oui, effectivement, nous, Xelia, nous sommes éditeurs dans le monde médico-social et plus particulièrement dans le monde du domicile. Donc, tout ce qui va concerner les SAD et les SIAD, donc les structures d'aide et d'accompagnement à domicile et les structures de soins infirmiers à domicile. Et donc, le cadre d'interopérabilité est important, en particulier dans la démarche de validation des dossiers usagers informatisés. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, on a notre roadmap produit qui avance dans le cadre de Ma Santé 2022. Et l'objectif pour nous était effectivement de venir confronter nos efforts à la réalité un peu des intégrations réelles et testables de point en point. Donc, c'était ça l'intérêt. Comme vous le dites, pas toujours facile pour les gens du médico-social d'avancer parce que beaucoup de choses, le sanitaire est quand même bien en avance sur pas mal d'aspects par rapport au médico-social. Donc, pour l'instant, quand on est un peu éditeur en avance de phase, on a l'impression d'avancer avec un peu comme un découvreur et c'est pas toujours facile, mais ça a bien avancé. On est ravis d'avoir participé. On a choisi donc le volet cahier de liaison en Fire
Et donc, on avait 4 scénarios à tester de point en point et on a réussi à travailler avec 3 éditeurs. On s'était fixé un objectif de réussir tous les scénarios avec au moins un éditeur et tous les éditeurs sur au moins un scénario. C'est ce qu'on a réussi à faire, donc on est ravis. Donc ça nous permet d'aller travailler dans le cahier de liaison, sur la création de notes, sur de la mise à jour de notes, sur l'ajout de photos, sur la recherche de notes. Donc tout ça, on a pu le faire. Et à l'heure où je vous parle, pendant la réunion, je venais d'apprendre qu'on venait de valider une 2e ligne. Donc ça veut dire tous les scénarios, enfin tous les éditeurs sur un 2e scénario. Et en conclusion, voilà, nous on a beaucoup apprécié également, je me joins à la personne qui a parlé avant moi, la réactivité des équipes de l'ANS, parce qu'il y a eu voilà, des échanges très réguliers avec toutes les plateformes d'échange que vous avez mis à disposition, ce qui nous ont permis en 2 jours de valider quand même beaucoup de tests. Nous, ça représente quand même voilà, plus de 8 tests validés de point en point. Et donc, je ne peux qu'inviter d'autres éditeurs qui éventuellement nous écoutent à jouer le jeu dans ce genre de projectathon. Merci. Oui, il y a un point peut-être à souligner, c'est le fait que vous avez dit rapidement, mais 3 lignes, c'est-à-dire que, et puis j'ai vu aussi dans le bilan là, que vous aviez envoyé tout à l'heure sur Slack, là, vous avez testé 3 produits en fait, c'est ça, pendant les 2 jours là? C'est les 3 colonnes que dans le tableau que je vous ai envoyé, c'est 3 éditeurs. Hein, ouais. Donc, on a travaillé de point en point avec 3 éditeurs différents sur 4 scénarios. Donc, ça faisait 12 choses à valider. Et donc, on a réussi à valider 2 scénarios intégralement avec les 3 éditeurs. Et un éditeur, on a pu valider la totalité des scénarios. D'accord, oui, c'est finalement 12 tests partenaires. 12 tests potentiels, ouais, voilà. Et on a validé 8 à l'heure où je parle. Mais la journée n'est pas finie. Et oui, alors après, pour compléter, alors c'est vrai que habituellement, on l'a dit parce qu'on l'a pas dit parce que finalement c'est devenu évident, mais évidemment tout ça c'est fait en distanciel, alors qu'il y a un des intérêts. On était un peu inquiet côté ANS, là, côté équipe, en disant bah, finalement là ce sera pas en présentiel, ce qui facilite aussi pas mal les échanges. Les gens passent d'une table à une autre, se tapent sur l'épaule pour se dire on va faire un test de partenaire. Donc tout ça, c'était un peu nouveau. On a mis, heureusement qu'il y a tous ces outils collaboratifs là qu'on a mis en place. En plus de Gazelle Test Management, on a utilisé Slack aussi et Zoom pour faire essayer d'avoir le maximum d'échanges et de reproduire ce qui se fait notamment, enfin ce qui se fait habituellement quand on est tous dans une même salle, voilà. Bon, évidemment, c'est pas idéal, mais visiblement, on a réussi quand même à faire pas mal de tests. Et là, après, je repasse la parole aux éditeurs sur quelles seraient les améliorations, quels sont les points sur lesquels il faut qu'on travaille, ou des idées de services peut-être même auxquels on ne pense pas forcément là, et qu'il faudrait qu'on mette en place dans les mois ou dans les mois qui viennent, quoi. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer, mais il y avait Open Extreme, je crois, Johan, tu avais commencé, puis je t'avais coupé la parole. Donc, ouais. Du coup, ce qui pourrait… alors, ce que nous, on trouvait difficile au début, c'est peut-être le distanciel par rapport au présentiel. Hein, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de mentionner. Sur certains points, c'est plus facile d'aller voir un partenaire côte à côte, même si les outils aujourd'hui numériques permettent de facilement parler à quelqu'un. Peut-être avoir un peu plus d'exemples d'implémentation et de scénarios un peu plus structurés. Je pense notamment sur Fire, il y a pas mal de possibilités sur la prise de rendez-vous, enfin sur l'agenda, la demande de rendez-vous. Il y a pas mal de scénarios possibles. Alors, il est difficile de tous les décrire, mais peut-être en travailler un peu plus sur cette partie-là. Et puis peut-être une dernière partie, c'est avoir une plateforme de validation en temps réel. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y avait sur Interop Santé, pour qu'on puisse le mettre en conformité avec nos produits, toutes les builds de la nuit, par exemple, qu'on pourrait lancer toute la partie lettre de liaison, d'entrée, de sortie notamment, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de régression quand on touche à un volet. Puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, aujourd'hui, qu'en
en travaillant sur le volet l'aide de liaison d'entrée, on avait fait une régression sur le volet de synthèse médicale, tout simplement parce que les volets n'étaient pas à la même version, ils n'avaient pas évolué pareil. Et du coup, il y a des codes LOINC. Donc ça, c'est assez spécifique, mais il y a des codes LOINC dont le libellé était différent entre deux volets alors que ça ciblait le même code. Voilà, des choses comme ça qui nous permettraient de voir si on a potentiellement des régressions entre nos différents volets en fonction de ce que l'on développe à chaque fois qu'on rajoute des nouveaux volets dans nos produits. Parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir ces services de test, de pouvoir les appeler sous mode API, par exemple. Des choses Exactement. comme ça, hein. Exactement. Okay, ouais. Ça, on l'avait remonté. On sait qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Je ne sais pas dans quel calendrier. Il y a pas mal de choses à faire, mais en tous les cas, c'est identifié chez nous, en tous les cas. Ouais. Ok. Et dernier petit point, c'est peut-être augmenter la période de temps, de jours, même si ça peut paraître beaucoup pour certains industriels. Je sais que nous, on est familiarisés au Connectathon sur 5 jours. Certes, ça mobilise potentiellement 2 personnes sur 5 jours, mais on peut réaliser beaucoup de tests, beaucoup plus de tests, et surtout, ça nous permet d'enrichir nos solutions, puisque là, la journée est quasi finie. Il y a des petites frustrations sur certains tests, on n'a pas réussi à aller au bout de certaines choses. 2 jours, c'est peu. Peut-être voir si on peut augmenter cette période-là, quitte à segmenter les projectatons par volet, je ne sais pas. Oui, là, c'est vrai que là, on a augmenté d'un coup le nombre. Avant, il y en avait 1 ou 2. Là, il y en a plus de 8, je crois, une dizaine même. Tout à fait. Et c'est sûr que peut-être 2 jours, du coup, ça fait un peu court, quoi. Je sais que Voilà. nous aussi, hein, pour nous, moniteurs, tout à fait. c'était un peu, ça paraissait beaucoup à avaler en 2 jours, quoi. Bon. Mais il faut peut-être rallonger un peu. Oui. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Après, pas aux côtés d'Edalus ou Veda, si vous voulez compléter, ou pour compléter, on est d'accord déjà, puisqu'on a terminé sur le nombre de jours. Je pense qu'on est bien d'accord qu'il nous faut plus de jours, mais peut-être intégrer aussi, vous savez, d'autres industriels, d'autres domaines, si jamais les ARS peuvent rentrer, si les TSN peuvent rentrer un peu dans le domaine, si d'autres types de projets puissent être ouverts au sujet, puisque aujourd'hui le CDA, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense que pour le prochain, on peut être encore plus industriel, il y a encore plus de gens qui peuvent être intéressés à travailler sur le sujet. Après avoir discuté avec les développeurs, c'est vrai qu'une plateforme en ligne, hein, pour qu'on puisse développer en continu et faire des tests d'intégration en continu à chaque build, à chaque mise en prod, pour s'assurer qu'on soit toujours OK avec les derniers formats, ça serait magique, hein. Sincèrement, c'est vrai que pour le terrain, ça serait très bien. Et je pense plus aujourd'hui, moi, pour les projectatons, on ne sait pas si l'avenir nous permettra de le refaire en présentiel, mais il faudrait mettre l'accent sur la communication, d'avoir la possibilité d'avoir des échanges encore plus avancés, peut-être entre les tests, entre les différents industriels, avoir la possibilité d'avoir des salons où on peut demander à quelqu'un de venir nous filer un coup de main alors qu'on est en train de discuter avec tel et tel industriel. Disons que l'avantage d'avoir une plateforme qui validerait automatiquement les tests, ça permettrait de libérer les gens de l'ANS pour discuter avec nous sur tel et tel sujet. Je pense que ce serait cool, plutôt que d'avoir des réponses textuelles à un message ou à un autre, d'avoir l'expertise de quelqu'un qui dirait ça serait quand même bien que ça se fasse comme ça, d'avoir un point sur tous les problèmes rencontrés. Voilà, on a rencontré ça, tel industriel a rencontré ça serait bien qu'on discute tous ensemble de ce qu'on pourrait mettre en place, autrement que par écrit, quoi. Ça, il y a des retours d'expérience qui peuvent être profitables à tout le monde. Ok. Oui, c'est une autre façon de vous faire les retours ou d'échanger en tous les cas avec les industriels, peut-être de façon un peu plus informelle. Ouais. Ça, il faut que ça soit plus quand même en mode présentiel. Ouais, ça serait cool. Alors sur TSN ou les plateformes dites régionales,
L'année dernière, il y avait eu TSN, le GSS 16 ans était présent. Oui. Cette année, par contre, on n'a pas réussi à les faire venir de nouveau, mais effectivement, c'est forcément un type d'acteur à qui on propose aussi de participer, quoi. Moi, je suis sûr qu'il y a même quelques ARS qui seraient tentés. Hein. Là, je pense que je vois qu'il y a Dominique Pierre encore dans l'Assemblée. Si jamais on lui demande, je suis sûr qu'il a des sujets. Il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'on est plusieurs à avoir besoin de travailler avec eux, quoi. La mise en relation, de toute façon, c'est quelque chose que de manière en générale vous faites bien, et on vous pousse à faire encore. Vous nous avez donné envie, hein, c'est le défaut maintenant. Alors après, côté Dédalus, ou je ne sais pas si Stéphane, tu veux compléter. Allô, peut-être qu'il a dû retourner faire des... Moi, j'aimerais bien intervenir alors pour Socianova, si c'est possible. Oui. Bonjour tout le monde. En tous les cas, un très grand merci pour ce projectathon. On y a participé avec beaucoup d'enthousiasme. Je rejoins tout ce qu'ont dit les précédents intervenants. Je rajouterai peut-être un petit point. Ça a permis de démystifier ces aspects d'interopérabilité pour nous qui ne sont pas issus directement du secteur sanitaire et qui avons, tout le monde le sait, dans le secteur du médico-social, un retard à rattraper. Je pense que le fait que la plupart des éditeurs, enfin la totalité des éditeurs se sont mis sur le FIR, peut-être ce serait une alerte par défaut sur le FIR, ça serait une alerte. On a choisi la facilité d'une nouvelle norme qu'on connaît en JSON. Peut-être nous aurons besoin de plus d'accompagnement sur le CDA et sur l'XDS s'il faudrait. Parce que si on ne les a pas choisis directement, c'est que peut-être qu'il reste à démystifier. Autant pour le cahier de liaison et l'agenda, c'est très clair maintenant pour nous. Donc on va s'inscrire. On a déjà inscrit ça dans notre roadmap. Par contre, pour CDA, je pense qu'on aura besoin d'autres occasions d'y travailler avec d'autres éditeurs. Et bien sûr, je remercie aussi tous les moniteurs qui étaient là à nous aider et à nous supporter lors de ces journées. En tous les cas, un très grand merci. À la suite et aux perspectives, alors si tu vas sur le dernier slide maintenant, donc sur la partie interop santé, là, le fait de récupérer les services de test et de les mettre dans l'espace de test ANS, et d'en faire une plateforme commune, c'est à partir du 16 novembre, semaine prochaine. Nous, on va avoir sûrement une montée en charge de l'espace de test en lien avec les priorités du Ségur. On voit bien que pour le volet de synthèse médicale, le contrôle des examens de biologie ou la lettre de liaison en sortie, l'espace de test, ça va aider les industriels à se mettre en conformité. Fournir des services de test à terme pour tous les volets déployés du CISIS, couche métier et services. Ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Et puis l'extension au médico-social, et il y a aussi tout ce qui a été, toutes les remontées là, que vous nous avez faites sur l'apéisation, les exemples, tout ça, il faut qu'on en tienne compte dans les mois qui viennent, en fonction de nos capacités aussi, mais en tous les cas, c'est bien perçu, quoi. Je pense que nous aussi, il faut qu'on rende la plateforme probablement plus robuste sur certaines parties en termes de performance. Il y a des améliorations aussi à apporter. Mais voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça représente un intérêt pour vous et pour vous, les industriels, et c'est ça quand même l'essentiel. Donc, un point qui n'est pas dans le slide là, mais cet espace de test, c'est pas que finalement l'ANS, on le fait, mais on le fait surtout pour évidemment les industriels. Donc, il y a dans la gouvernance du cadre d'Interop, il y a une session, enfin une sorte de comité, on appelle ça comité, mais un espace, en tous les cas, un moment où on réunit l'ensemble des industriels pour qu'ils puissent, nous on vous présentera ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, la roadmap, si on va essayer aussi de produire des indicateurs un peu de qualité de service, tout ça, enfin et pour que vous puissiez complètement vous approprier cet espace de test, et que ce soit, qu'on puisse à chaque fois
échanger en direct avec vous, indépendamment de Projectathon, là, comme aujourd'hui. On a fait ça une première fois fin septembre. Bon, après, on ne va pas faire ça tous les 2 mois, mais je pense qu'on essaiera de refaire ça en avril, par exemple, ou mai, je ne sais pas, ou juin, enfin, dans le deuxième trimestre de l'année prochaine, pour essayer de dire voilà où est-ce qu'on en est, avoir vos retours sur l'usage, soit en mode bac à sable, soit en mode test de vérification de conformité. Bien, merci beaucoup.